D'abord, Mussolini était anti-pâtes. Il voulait que les gens arrêtent de manger des pâtes. Il disait « Oh, les pâtes vous affaiblissent, il faut manger de la viande ». Et puis il a aussi supprimé le café. Et il a fait beaucoup d'autres choses entre-temps. Mais les Italiens ont alors décidé qu'ils allaient le tuer. Je l'ai déjà reçu, mais ça remonte un peu, alors je suis vraiment ravie de le retrouver. Ron Placone, qui est un excellent humoriste, présente son propre spectacle, Anti-Fascist Pasta Night, au Fringe Festival. Alors, bon retour parmi nous, Ron. Oui, la soirée fasciste anti-pâtes. C'est une autre émission. Je crois que quelqu'un fait ça au bout de la rue. Mais oui, la soirée pâtes antifasciste. Oui, ça fait plaisir de te voir, Cathy. Ça fait vraiment trop longtemps. Je sais. Oui, ne le faites pas. Oui, ce serait une émission terrible à intégrer. Mais ça pourrait être votre prochain projet. Vous pourriez faire, par exemple, une parodie, vous savez, une satire, d'une émission fasciste. Oui, ça, ce sera fasciste. Oui, ce sera en 2027, Ron. Exactement. Alors, parlez-nous de cette soirée de pâtes antifascistes, qui est en réalité un phénomène, mais aussi le titre de votre seule en scène. Expliquez-nous l'idée qui la sous-tend et son histoire. Oui, les soirées de pâtes antifascistes, ça existe. Elles ont surtout lieu en Italie, mais aussi partout dans le monde. Et tout a commencé quand Mussolini a été renversé. D'abord, Mussolini était anti-pâtes. Il voulait que les gens arrêtent d'en manger. Il disait « Oh, les pâtes vous affaiblissent, il faut manger de la viande », ce genre de choses. Ensuite, il a aussi supprimé le café. Et il a fait beaucoup d'autres choses entre-temps. Mais les Italiens ont fini par décider qu'ils allaient le tuer. Du point de vue de la nourriture, les pâtes et le café, c'étaient les grands sujets. Il s'est dit « Je vais retirer l'un des aliments préférés d'un groupe de gens. Ensuite, je vais leur retirer la possibilité de se caféiner. » Et il pensait que ça allait bien se passer pour lui. Ce n'a pas été le cas. Oui. Je veux dire, oublions l'aspect fasciste. En fait, c'est encore plus inquiétant, non, cette idée? Oui? Donc, quand il a été écarté du pouvoir, un groupe de partisans s'est mis à distribuer gratuitement des pâtes dans les rues. C'est super. Oui, c'est donc devenu une tradition, la soirée pâtes antifasciste, partout en Italie. Et récemment, ça s'est un peu répandu dans le monde entier. Cette année, il y en a eu dans d'autres régions d'Europe, puis certaines ici en Amérique du Nord. La principale date pour la célébrer, c'est le 25 juillet, c'était la semaine dernière. Nous avons mené une action. Bon anniversaire en retard. On a organisé une vraie soirée de pâtes antifascistes à Los Angeles, dans le quartier de San Pedro où j'habite, et on avait un tas d'humoristes. Jake Flores était là, Grandma était là, Drennan Davis, Dana Jacques. On avait une programmation vraiment sympa, il y avait de la musique, et on a tous chanté Bella Ciao à la fin. Oh, c'est génial. Oui, et c'était vraiment super. Oui, c'est un truc culturel. Et j'envisageais d'appeler le spectacle comme ça, parce que j'en parle dans le spectacle. Et puis je parle aussi du fait d'être italo-américain, et de certaines idées reçues sur les italo-américains. Parce que et je suis sûr que vous le savez, surtout à New York, c'est souvent associé à cette politique réactionnaire de droite, le Columbus Day, Chris Christie, Rudy Giuliani, tout ce discours-là. Et ça existe, évidemment. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais il y a toujours eu une forte réaction contre tout ça. Je veux dire, au fil des années, il y a eu énormément de pensées anarchistes liées aux Italo-Américains, beaucoup de mobilisations syndicales. Les immigrés italiens y ont joué un rôle vraiment, vraiment important. Et une grande partie de ça a commencé dans le Vermont, avec les ouvriers de la pierre et ce genre de choses. Je ne sais même pas qu'il y avait une importante communauté italienne dans le Vermont.
Oui, beaucoup d'entre eux travaillaient dans cette industrie quand ils sont arrivés aux États-Unis. Et là-bas, ils avaient des syndicats, donc ils ont en quelque sorte apporté ça aux États-Unis. Il y a donc une forte tradition de gauche chez les Italo-Américains. Des manifestations contre le Columbus Day, menées par des Italo-Américains, ont lieu depuis les années 30. Donc il y a toujours eu, j'avais aucune idée dès que ça remontait aussi loin. Oui, c'était très en avance sur son temps. Oui, c'est ça. Parce que c'était avant People's History, donc ça a toujours existé. Et les gens essaient de faire comme si ce groupe était un bloc monolithique. Et pour la première fois de ma vie, du moins à ma connaissance, il y a des organisations qui s'y opposent, qui s'opposent au fascisme, mais aussi à cette idée selon laquelle les Italo-Américains formeraient un bloc politique homogène. Elles disent simplement, écoutez, beaucoup d'entre nous ne partagent pas cette vision-là. On célèbre la cuisine, la culture et tout ça, mais on ne célèbre pas le reste, et on ne pense pas tous pareil. Pourtant, pour une raison ou une autre, on est tout le temps exclu de la discussion. Je veux dire, ça me fait un peu penser à ça. Il y a la communauté italo-américaine antifasciste et la communauté judéo-américaine antisioniste, non? Et évidemment, vous n'avez pas, disons, un AIPAC italien. Mais je dirais que les Juifs ont réussi, dans une certaine mesure, à vraiment remettre en cause l'idée d'un monolithe sioniste. C'est évidemment quelque chose avec quoi nous avons encore du mal, et il faudrait que davantage de Juifs soient antisionistes, etc. Et vous n'avez pas exactement la même situation. Il n'y a pas de génocide en cours qui prétend agir en votre nom, mais je pense qu'il y a quelque chose de similaire dans le fait de se réapproprier son identité, ou même pas de se la réapproprier, puisqu'elle a toujours été là, comme vous l'avez souligné. Les gens connaissent les communistes italiens, Gramsci, mais beaucoup moins les Italo-Américains. Est-ce que beaucoup de gens pensent que vous êtes irlandais à cause de la couleur de vos cheveux? Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Je dis toujours que j'ai du succès dans les bars, alors qu'en fait, je ne suis pas du tout irlandais. Ma femme, elle l'est. Quand on était à Dublin et tout ça, on est allé dans tous les centres d'immigration. Elle a entré son nom de famille et une tonne de choses est apparue, vous savez. Son héritage, des parents possibles, tout ça. Moi, j'ai entré Placone juste pour rire. Et ils m'ont dit, mec, va en Italie. Qu'est-ce que tu fais ici? Termini ici. Oui, quelle est la signification du 25 juillet déjà? Oui, c'est donc le jour où ils célèbrent la chute de Mussolini. C'est simplement tombé sur cette date-là. Mais si j'ai choisi le nom Soirée pâte antifasciste, c'est d'abord parce que ça m'amusait. Je trouvais que c'était un nom sympa. J'en parle dans le spectacle. Et puis j'y ai aussi un peu intégré la dimension italo-américaine, parce que je voyais tous ces groupes à New York se réapproprier ça, ou vous savez, lui donner plus d'ampleur. Parce que, comme vous le disiez, c'était déjà là. Et c'était vraiment inspirant. Le compte Italians for Zoran, qui s'appelle maintenant Italian Antifasciste, c'est comme ça qu'ils se sont rebaptisés après la campagne, faisait énormément de choses formidables. Vous savez, il y a eu cette sorte de bras de fer, je crois, autour de Columbus Day, ou les macaronis, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Et au passage, salut à George DeStefano, qui a inventé cette expression. Mais oui, enfin, la secte des macaronis était là, et la secte antifasciste aussi, et elles s'affrontaient. C'était littéralement comme cet épisode des Sopranos, mais dans la vraie vie, si quelqu'un s'en souvient. Aujourd'hui, se réapproprier l'histoire radicale est tellement important pour trouver une voie à suivre. Il est temps que les gens sachent que les habitants du Dakota du Nord aiment leur banque publique, parce qu'ils savent ce qu'une banque publique peut faire. Et ils n'auraient probablement pas cette banque publique sans les agriculteurs anarchistes. Il est temps que les gens sachent tout ça, et qu'ils sachent qu'on n'a pas obtenu le New Deal,
parce que FDR était un type sympa. On a obtenu le New Deal parce que des anarchistes, des socialistes, des communistes, des dirigeants syndicaux et de simples travailleurs disaient tous, plus ou moins d'une seule voix, « Vous devez lâcher un peu de terrain parce qu'on en a marre et qu'on ne l'acceptera plus. » Oui, c'est ça. Il faut qu'on se le réapproprie. Alors, vous savez, j'essaie d'y contribuer à ma manière. Je suis italo-américain, donc je veux mettre tout ça en avant. Et ça fait aussi partie de l'émission. Et une grande partie porte simplement sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Soit dit en passant, pour que les gens ne pensent pas que vous exagérez, voici un véritable article du New York Times sur la guerre de Mussolini contre les pâtes. Il date du 8 août 1926. Les spaghettis trouvent un ennemi en Mussolini. Le dictateur italien menace de remplacer le plat national par des pommes de terre, ce qui est une terrible, terrible idée. Le point culminant du fascisme est atteint. Rien, depuis que les chemises noires ont été portées pour la première fois, ne peut se comparer, à sa manière, à l'importance de l'annonce du Premier ministre Mussolini. Les spaghettis doivent disparaître, remplacés par des pommes de terre afin d'économiser le blé. L'Italie fait face à un avenir sans spaghettis. Vous avez évoqué les Italiens à propos de Zoran. Regardons cette vidéo que vous avez réalisée. Qu'il essaie de nous effacer. Il a rayé Little Italy de la carte. Non, il ne l'a pas fait. D'abord, c'était même pas sa carte. Cette carte a été créée quand Eric Adams était en fonction. Ensuite, elle devait mettre l'accent sur les communautés immigrées les plus actives, pas seulement sur celles qui sont symboliques. Donc, oui, Little Italy n'était pas sur cette carte, Little Germany non plus, ni Little Syria. Et pour finir, il la remet de toute façon sur la carte alors. Oui, on a gagné. On a partagé cette vidéo. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la vidéo que vous avez partagée retirait la partie où il disait que ce n'était même pas sa carte. On dirait presque que vous êtes juste très en colère parce qu'un social-démocrate est maire de New York. C'est un communiste. Andrew Cuomo est démocrate et il est très social, surtout avec les femmes. Oh là là, je vais essayer d'expliquer celle-là plus tard. Il y a une photo de Mamdani qui fait un doigt d'honneur à une statue de Christophe Colomb. C'est violent. Oui, j'espère seulement que la statue s'en remettra un jour. Ce n'est pas drôle. Christophe Colomb, c'est notre gars. Il nous représente. Non, il ne nous représente pas. C'était un être humain horrible, selon tous les critères mesurables. Et des actions contre le Columbus Day, menées par des Italo-Américains, existent depuis les années 1930. Vous savez, vous adorez toujours crier à la discrimination et à l'exclusion. Pendant ce temps, depuis des années, vous essayez de faire comme si tous les Italo-Américains qui ne partagent pas votre vision du monde n'existaient même pas. Vous voulez parler d'inclusion? Commencez donc par là. Et si, ce mois d'octobre, on avait enfin une vraie discussion historique? Quoi? Quoi? Je ne vous entends pas. La communication coupe. Désolé, je ne vous entends pas. Je vais devoir vous rappeler. C'était des macaronis. C'était des macaronis. Et donc tout le monde, vous savez, les macaronis, le plat italien, et puis macaroni, en y glissant le maga. Oui, c'est très malin. Oui, ça s'est répandu partout. Même des gens en Italie l'utilisent maintenant. Oh, wow, c'est formidable. Et c'est vraiment inquiétant parce que vous savez, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a elle-même certaines tendances fascistes. C'est une fasciste. Je veux dire, elle n'est pas tout à fait aussi extrême que ce qu'on a ici, je dirais. Mais oui, c'est une fasciste. L'Italie est vraiment intéressante en ce moment, vu ce qui s'y passe. Parce que oui, ils ont Giorgia Meloni. Mais ils se sont aussi exprimés très ouvertement en faveur de la Palestine. Et ils ont enchaîné grève générale sur grève générale sur grève générale. Et les Dockers ont refusé de charger les armes destinées à Israël. Ils le font depuis des années.
ce n'est pas la première fois. Vous savez, c'est pour ça que l'antifasciste dans cette vidéo portait un t-shirt Livourne. Ce n'est pas un hasard. Moi aussi j'ai un chat qui s'appelle Livourne. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Livourne. Les ports de Gênes le font aussi. Donc je ne veux pas donner l'impression que ça ne concerne qu'un seul port, parce que ce n'est pas le cas. Ne soyez pas portiste, ne soyez pas élitiste en matière de port. Oui, Alors oui, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Et la figure la plus populaire culturellement en Italie en ce moment, du moins on peut le soutenir, c'est Zero Calcar, un dessinateur antifasciste qui ne s'en excuse pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'une de ses séries sur Netflix. Non. Mais je veux dire, cette deuxième saison en particulier n'aurait jamais pu être produite aux États-Unis. Je veux dire, elle parle littéralement de combattre les nazis en tant qu'antifa en Italie. C'est ça le sujet de la série. J'étais surpris qu'elle soit même disponible aux États-Unis, mais bon, sans doute parce que c'est un autre pays. Ils étaient là, genre, peu importe. Mais oui, enfin, c'est un auteur de bande dessinée antifasciste assumé, vous voyez. Il a plein de groupes punk de gauche dans son spectacle, ce genre de choses. Et en ce moment, il cartonne là-bas. Et il y a eu encore une fois, manifestation après manifestation pour la Palestine. Donc, ce qui se passe est vraiment intéressant, y compris dans d'autres parties du monde. Enfin, le 13 juin, les fascistes défilaient partout au Royaume-Uni et dans d'autres régions d'Europe. Ils ont été poussés à chaque fois. Wow. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à cette tradition radicale italo-américaine, à son histoire comme à sa réalité actuelle? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y pencher? Et quelles étaient vos sources? Eh bien, il y avait des choses dont j'avais plus ou moins connaissance, et je me demandais un peu, pourquoi personne ne parle de cet aspect-là? Pourquoi tout est si unilatéral? Mais je me disais simplement, bon, j'imagine que c'est comme ça. Et puis il y a eu les Italiens pour Zero Calcar, et l'autre organisation, PIAS. Découvrir que ces groupes existaient et voir ce qu'ils faisaient, je me suis dit, si d'autres personnes diffusent vraiment ce message, je devrais faire ma part. Surtout que je veux en parler dans mon émission, notamment en octobre. Les Italiens pour Zero Calcar, vous voyez, parce qu'en octobre, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le Columbus Day. Le compte Italians for Zero Calcar a publié chaque jour d'octobre un épisode de l'histoire italo-américaine orientée à gauche. Tous les jours, c'était quelque chose de totalement différent. Et c'était génial. Et petite dédicace à Stephen Trulli. C'est un historien italo-américain qui a sélectionné pratiquement tout ce contenu en collaboration avec le compte. Et une grande partie, je ne la connaissais pas. Je veux dire, même si je connais la propagande de base autour du Columbus Day et la façon dont cette fête a vu le jour, il y avait encore des dimensions de cette histoire dont je n'avais pas connaissance et que j'ai découvertes pour la première fois. Et il y a même un lien avec Mussolini, parce que certaines de ces statues venaient de lui. Il voulait que les Italo-Américains ressentent encore une forme de lien avec l'Italie, mais il voulait promouvoir cette idée. Bon, vous n'êtes pas ces WASP, vous n'êtes pas complètement blanc, mais vous n'êtes pas non plus comme ces autres-là. Vous êtes entre les deux, et Colombe, c'est votre gars. Et tout ça était imprégné de racisme, de xénophobie, et imprégné jusque dans les iti au four. Vraiment jusque dans les iti au four. Et certaines personnes y ont adhéré, parce que, je veux dire, c'est difficile de résister à un bon plat de ziti au four. Donc oui, tout ça a fini par s'y intégrer et prendre forme. Comme une nouille de spaghetti, ça a pris forme. Oui, exactement, comme des manicotis qui se figent. Où les gens présents au Fringe peuvent-ils voir ce spectacle? Et sinon, s'ils ne peuvent pas se rendre au Fringe Festival, où peuvent-ils en apprendre davantage sur votre travail?
En fait, ma série commence le jeudi 6 août. Voilà, c'est un jeudi. Donc oui, je joue du 6 au 30 août, au Westport Oracle. Je fais partie du Free Fringe, donc vous n'avez pas besoin de billets. Venez simplement. Alors, tous ceux qui seront au Fringe, passez me dire bonjour. Mon spectacle est à 15h45 chaque jour. Et oui, j'en suis vraiment très enthousiaste. C'est l'heure de stand-up qui m'enthousiasme le plus de toute ma carrière. Les avant-premières se passent très bien. À New York, on a même fait complet, ce qui m'a comblé de joie. Et on a aussi remporté un prix de justice sociale. Donc j'attends vraiment avec impatience la première officielle. Pour ceux qui ne seront pas à Édimbourg, au Festival Fringe, suivez-moi en ligne. Je suis Ron Placone sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder mon film Left at Wall dès maintenant. Il est même disponible gratuitement sur YouTube, avec des publicités. Et il est aussi gratuit sur Tubi. Donc je vous recommande de le regarder gratuitement. Pourquoi ne pas profiter d'un film gratuit?